Coucou. Hello. Bonjour. Arrête de dire bonjour. Je l'avais complètement cassé. On se retrouve pour le 11e épisode de l'horreur du dimanche. On est content d'être là à nouveau. Et avant de commencer, on vous remercie pour le soutien et les écoutes de plus en plus nombreuses qu'on voit, les retours de plus en plus nombreux qu'on a également, et donc ça nous fait super plaisir. Merci beaucoup. Merci de nous écouter. N'hésitez pas d'ailleurs à aller vous abonner ou je sais pas, me suivre, mettre des étoiles là sur les applis de podcast. Enfin, copains d'avant. Vous faites, voilà, copains d'avant. Ouais, voilà. Bon, eh bien écoutez, on commence tout de suite avec l'épisode du jour sur nos amis les bêtes. Trop bien. Les petits animaux. Trop mignon. D'ailleurs, impossible pour moi de trouver une quelconque anecdote triste ou morne sur nos braves animaux de compagnie, tant je les aime. Maintenant que j'y pense, en fait, le cauchemar, c'est eux qui le vivent. Exploités à des fins commerciales, élevés en captivité, abandonnés, écrasés sur le bas-côté, nous traitons mal nos animaux, et eux ne nous le rendent jamais. Si bien que la simple idée qu'une forme de représailles puisse naître, ou que la nature reprenne ses droits, est d'emblée le pitch d'un film d'horreur. Quand je sonde le regard vide de mon bon vieux chat, je vois le néant, je plonge dans l'abysse et je me vois moi. Je lui prête des intentions qui ne sont pas les siennes, une pensée que nous n'avons jamais partagée, une voix que je n'ai jamais entendue. Alors, j'ai beau l'aimer, je ne sais s'il est heureux. Je l'entretiens dans un état de dépendance matérielle et le séquestre en me disant comme un hypocrite que de toute façon, il n'aime pas l'extérieur. Le monstre, c'est moi, et ça me fait peur. Et ce soir, je suis avec Miaou Miaou, Léo, Lola, C'est quoi, le je tigre? sais pas, le tigre, la panthère, et Camille. Le bon dogo, évidemment, la chienne. Yes, ça commence bien. Sympa l'ambiance. Bon, et on va commencer. Toi, t'es quoi? Moi j'ai pas fait moi. Vous pouvez m'en trouver un comme ça. Le hamster. Ah oui, le hamster, fais le hamster. Je sais pas faire le hamster. Hamtaro. Voilà. Bon, on va comme d'habitude, je rappelle le concept de l'émission pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, mais on va parler de films qui nous ont plu, les uns après les autres, et puis se dire ce qu'on en a pensé. Globalement, c'est assez simple. Vous allez pouvoir suivre. On commence d'emblée avec le film de Lola. Lola, tu as vu quoi? Moi, mon film, c'est The Voices. Oh, Bosco, what a day, what a day! I wish you could have been there. Did you fuck the bitch? Do you ever hear voices? Voices? No. Well, fuck me. But I sometimes talk to my pets. And they sometimes talk to me. Jerry! Kill them, and you'll discover what it feels like to be truly alive. Are you still taking the medication? Usually. You have to take it every day without fail. I try to be a good man. I want to be a good man. You know, Mr. Whiskers, he makes me do bad things. The grisly discovery Tuesday near Milton of an unidentified female stabbing victim has local police on the hunt for a serial killer. That's you, Jerry. Can I have an autograph? Alors, On adore Jerry. la doublure de Ryan Reynolds pour le chat. Ouais, on adore Jerry. Ryan Reynolds. dans monsieur ce film. moustache. Ouais. Alors, du coup, The Voices de Marjane Satrapi, comédie horrifique américano-allemande, bizarre étant donné qu'elle est franco-iranienne. Mais voilà, il y a des explications à ça, je vous raconterai plus tard. Qui est sorti en 2014. Attends, c'est américano-allemand? Et bien sûr, Ah ouais, ça a moi, été je tourné savais à pas non plus, Berlin. ouais. Ah ouais, ok. Mais Voilà. tu t'as pas reconnu? Ah oui, si, Non, pas du le tout. Mais- bowling désaffecté, évidemment. C'est Berlin. Ça a vraiment été tourné à Berlin. Oui, ça a été tourné à Berlin, en 30 jours seulement d'ailleurs. Ah pour ouais la petite anecdote, ouais. Très rapide. Ok. Voilà, avec donc Ryan Reynolds qui joue Jerry, que vous connaissez toutes et tous, je pense. Hein. Mhm. Il est assez connu. On ne le voit pas souvent dans des bons rôles, mais voilà. Gemma Arterton, désolé pour... Je l'adore. qui Ah joue oui. Ouais. Fiona. Ouais. Anna l'adore aussi. Kendrick.
qui joue ouais. Lisa. Anna Kendrick aussi, ouais. Et- Qui était jeune, la Anna Kendrick. et Enfin, elle est toujours jeune. Elle est hein, toujours jeune. Et qui j'ai l'impression était qu'elle est dans Twilight encore une fois. Ah oui. Mmh. Mais il va falloir qu'on fasse un épisode Ouais. spécial Ça Twilight. nous un jour. Surtout qu'à chaque Le fois, c'est moi spécial qui... Twilight, ça sera pour Noël. On a dit. D'accord. Et Jackie Weaver qui joue le docteur Warren, la psychiatre. De quoi ça parle du coup The Voices? Ça parle de Jerry qui vit à Milton, donc c'est un petit bled américain, mais bon voilà, je viens de vous dire que c'était tourné à Berlin, mais c'est en Amérique dans l'histoire, où il travaille dans une usine de baignoires. Bon déjà, c'est un peu original, moi j'ai bien aimé ce truc-là. Toilette aussi, je crois. Moi, j'avais même pas compris. Non, c'est vraiment juste baignoire. c'est baignoire. Ah ouais. Enfin, alors est-ce qu'ils les construisent ou est-ce que seulement ils les emballent? J'ai pas bien compris, mais en tout cas, il les expédie. Il est célibataire, mais pas seul pour autant, parce qu'il vit dans son appart au-dessus d'un bowling désaffecté. Je viens de me rendre compte de ça. C'est un peu bizarre. Avec son chat, donc vous l'avez entendu dans le trailer, donc en français Monsieur Moustache et Mr Whiskers en VO, et son chien Bosco. Donc Jerry mène une existence plutôt tranquille où il alterne travail et séance chez la psy. Comme nous tous. Comme Camille, en fait, finalement. Ah. J'allais dire comme Camille, mais c'est vrai que c'est un peu comme nous tous. Et il a un chat. Il est tristement banal. Bah, il est quand même à un niveau un peu plus fort que nous. Bah je oui, pense, C'est vrai. sur, le c'est spectre de- là où j'allais en venir. C'est que, donc, Jerry, au boulot, T'as pas de tête dans ton frigo, toi. il s'amourache de Fiona, donc la jolie brune de la compta, qui a pas l'air hyper intéressée parce que oui, Jerry, il est un peu bizarre. Mm. Bon, on l'a tous remarqué. En vrai, il est diagnostiqué schizophrène depuis qu'il est enfant, je crois, parce qu'il a une enfance un peu troublante. On l'entend, Non. le diagnostic, ou on le suppose? Parce que moi, j'ai pas... Après, c'est ce que Marjane Satrapi dit ouvertement. Donc après, est-ce qu'on dit schizophrène à un moment dans le film? Je crois pas, mais Non. en tout cas, c'est comme ça qu'elle Elle a en écrit parle. son perso. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, étant donné de son handicap, Jerry, il est parfois un peu en décalage niveau relations sociales, mais il n'en est pas moins gentil, d'où hyper bon travailleur, et il est toujours prêt à aider son prochain. Enfin, tant qu'il prend ses médicaments et que son chat, Mr. Whiskers, ne le pousse pas à tuer. Voilà, donc un petit mot d'abord sur la réalisatrice Marjane Satrapi, je pense qu'on connaît tous, qui est quand même très connue, donc qui est une artiste franco-iranienne, comme je l'ai dit avant, qui est devenue connue en 2000 vraiment avec sa BD autobiographique Persepolis. Et ouais. Voilà. Ouais, c'est le grand écart là avec. C'est le grand c'est- écart. ouais, Voilà. ouais, Donc ouais. dans Persepolis, c'est vrai qu'elle y raconte son enfance à Téhéran pendant la révolution islamique et jusqu'à sa vie de jeune adulte en fait en Europe. En 2007, donc 7 ans après, elle adapte au cinéma Persepolis, qui sera primé à Cannes et au César. Et 4 ans après, elle fait Poulet aux prunes, qui est pareil une adaptation d'une de ses BD que moi je n'ai pas lu et j'ai pas vu non plus Moi non le J'ai pas vu film. non plus. Ouais. Et voilà. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a The Voices, Non, j'ai pas vu. qui est. Ouais, c'est vrai qu'on s'en fout. J'ai pas attendu la réponse de Thomas. Ouais, c'est pas grave. Il y a The Voices, qui Comme est si j'étais le numéro 1. qui est son premier film non adapté d'une œuvre à elle. Et du coup, son premier aussi thriller horrifique dans le genre, quoi. Après, il y a plein de gens qui trouvent qu'il y a quand même un. Moi, je l'ai pas trop vu entre Persepolis et The Voices. Et en fait, à ce qui paraît, elle a une manière bien à elle quand même de raconter des choses très dures de la vie avec une touche d'humour noir, voilà, qui revient. Voilà. Donc, c'est une production américaine qui a soumis le scénario de Michael R. Perry, qui a fait le scénario de Paranormal Activity 2. Oh, lourd. Voilà, à la cinéaste. Et le script, De petite Deborah anecdote. Logan. C'est lui. Le Grand script, écart. il faisait partie de la fameuse blacklist. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la blacklist à Hollywood. On connaît la blacklist des acteurs et voilà, dans l'histoire, mais la blacklist aujourd'hui à Hollywood, c'est une liste. J'ai pas le nom du mec qui a créé ça, mais en gros, c'est une liste qui recense tous les scripts les plus appréciés d'Hollywood, mais qui n'ont pas encore été produits. Voilà, parce que c'est quelqu'un de pas connu qui l'a écrit ou parce que c'est trop compliqué, voilà. Mais il était dans cette blacklist
et Ben Stiller avait convoité beaucoup le scénario, mais en fait c'est Satrapi qu'ils ont rappelé. Ah bah tant Ce mieux. qui est hein. pas plus mal parce Ouais. que Ben Stiller. Désolé Ben Stiller. Ah mais vous avez pas vu sa série, elle était trop bien. C'était quoi? Severance. Incroyable. Ah, c'est lui qui avait ça. Ah mais c'est Je retire Ah tout. ouais, je pas le ok. film, hein, pas le film, la Oui, série. oui, Oui, la parce série, que ouais. le film on l'a vu. Ouais, c'est- avec c'est- la Ouais. double vie. Ah oui, parce Film entre, de Marjane Satrapi. Film. Pas du tout. Non parce qu'en vrai il est doué quand même. Ben Ah bah ouais, Stiller, ouais, quand c'est on Mais je sais voit pas, moi ça. j'étais restée bloquée sur la nuit au musée. Donc my bad. Oui, oui, effectivement, peut-être qu'on a Et été Tonnerre sur les présomptueux. tropiques. Ouais. Tropic Thunder. Ah, Ouais, voilà. ouais. Ah, il y avait le Walter Mitty aussi là récemment. Il y avait, je sais plus. C'est pas du tout récent, Si, Léo, c'est ça a lui. au moins 10 ans. Ah ouais. Ah putain, Oh là là, C'est récent de quand t'as passé le bac. quoi. j'ai l'impression que c'est récent. Ok. Ouais, ouais, bah bienvenue au club. Ça s'améliore pas avec le temps. Merde. Et donc The Voices, autour du sujet d'un homme donc dit schizophrène par Marjane Satrapi elle-même, elle réalise un film qui est lui-même schizophrène, passant du coup de la comédie à l'horreur, en rendant son tueur en série hyper attachant, un peu à la Dexter finalement. Alors après c'est pas la même histoire, mais il y a ce côté-là de on peut pas s'empêcher de lui trouver des excuses aux actes effroyables qu'il fait. Bah déjà, c'est son charroux qui l'oblige. Hein, donc, Bah, déjà, c'est ouais, pas ouais, tout à fait de sa ouais. faute. C'est malgré lui, quoi. C'est vraiment pas de sa faute. Et du coup, voilà, Ryan Reynolds, c'est vrai que je crois qu'il a été casté en priorité parce qu'il a quand même cette gueule un peu angélique, avec le visage très lisse, très doux, et c'est complètement à l'inverse de ce qu'on peut imaginer d'un psychopathe, quoi. Donc bêtement, hein, mais parce que tous les psychopathes ne sont pas hideux, mais voilà. En tout cas, il a été casté surtout pour ça. Et puis parce qu'il est très doué en plus, on s'en aperçoit dans le film. Et donc quand il prend plus ses médocs, il est sous l'emprise de ses animaux de compagnie, donc ce qui rejoint parfaitement le thème. L'un étant le chat que vous avez entendu, le chat démon un peu sur son épaule, qui l'engueule sans arrêt, le provoque, le pousse au crime. You like to kill, Jerry. Il y a un accent écossais. Voilà, qui a un accent écossais. Et son chien Bosco, qui est lui un peu l'angelot, le good boy. Ouais, mais il est un peu teuteux. Ah, tu le fais bien. Et lui qui déborde d'amour pour Jerry, finalement. Qui essaye de le remettre vers le droit Ouais, chemin, voilà, quoi. qui le remet sur le droit chemin, mais bon. Donc voilà, il y a les animaux qui représentent vraiment ça c'est obvious, hein, le conflit moral entre le bien et le mal, voilà, pour Jerry, mais pour qui lui, la barrière elle est hyper floue puisqu'il est malade. Voilà, donc toute l'histoire, tout le film, il est exposé de son point de vue à lui, dans son réel, et dans son réel à lui, justement son appart. C'est ça qui m'avait le plus marqué la première fois que je l'avais vu. Je savais pas du tout de quoi ça parlait, mais du coup, en fait, en y allant, c'est vrai qu'on voit cet appart hyper bien rangé, tout clean, voilà, et en fait, et même quand il tue, finalement, il y a une histoire de têtes dans le frigo qui sont hyper belles et qui lui parlent gentiment, et voilà, mais quand il arrête de prendre non, quand il prend ses médicaments, pardon, c'est quand il les prend. D'être Ouais, quand la réalité apparaît voilà. à lui. Et ben en ouais. fait, voilà, la réalité elle est tout autre. Les murs ils sont maculés de sang de ses victimes. Le sol il est recouvert de merde de ses animaux parce qu'en fait il les sort pas. Oui, manifestement, il n'a pas d'odorat non plus. Hein. Ça s'arrête. Non. C'est... Bah, ça Ah oui. bloque aussi, ouais. C'est un Et il dit ça à package. propos de la tête dans le frigo. Ouais, ça sentait Ouais, mauvais. ouais, Du voilà. coup, Et j'ai puis, arrêté de prendre des la pilule. tubes, Voilà, qui ne mettent et pas au frigo. Ouais, il y a- ouais. On découvre effectivement sa collection de tupés qui contiennent les morceaux de ses victimes. Et voilà, et c'est aussi, on voit aussi le point de vue du réel d'une autre, hein, finalement, qui ne sommes pas si fous que ça. Quand un intrus rentre dans son appartement et que l'horreur est vue à travers ses yeux à lui, en tant qu'intrus, pas de Jerry. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais moi j'ai l'impression que- Ouais, vous réécouterez. Voilà, vous réécouterez. Donc voilà, moi j'avais vu ce film On regarde le film aussi. à 18 ans. La première fois, et c'est dur parce que c'était à sa sortie. Là, je viens de faire le calcul et ça me fait mal. Et donc voilà, bah, comme je vous disais, bienvenue au club. j'étais allée voir le film sans savoir du tout de quoi ça parlait. Moi, j'avais vu Persepolis et c'était pour ça que j'étais allée voir The Voices parce que j'étais dans une phase un peu le cinéma, Marjane Satrapi, voilà. Et Bon, après, elle a soutenu Macron. Elle avait l'air hein. sympa cette phase en tout C'est cas. vrai Ouais, elle a soutenu Macron, première vrai élection. Ah bah, ouais. Oui, Ah, ben voilà. Et alors moi j'avais pris une grosse claque à ce moment-là. Et là, je vous avoue que j'ai regardé des interviews de Marjane concernant The Voices et elle est perchée.
elle est perchée et en plus elle dit, quand elle parle des animaux, parce que du coup le film, ce qui est très très chouette avec ce film, c'est que c'est tourné avec des vrais animaux, voilà, et que Qui parle vraiment. qui parle vraiment. Non, et du coup, à ce qui paraît, Allemand. un chien, c'est facile d'avoir un chien acteur. En fait, les chiens, ils sont assez dociles. Et par contre, quand elle parle du chat, c'est un chat en fait. Il a jamais envie de faire ce qu'on veut au moment où on veut qu'il le fasse. Et il y a eu quasiment pas de scène dans The Voices où le chat était filmé avec les autres. En fait, il était sans arrêt tout seul. On le posait dans la pièce et on le filmait. On attendait des heures et des heures qu'il fasse un petit move de tête comme ça, j'adore un petit les move chats, de tête quoi. comme ça. C'est trop fort. Et en fait, le monteur qui visiblement un très bon ami de Satrapi a fait un travail assez extraordinaire parce qu'en fait, on se rend pas trop compte de ça. On a l'impression qu'il est là. Et en fait, non, il était assez peureux, et il aime pas trop les caméras, les gens qui le regardaient, tout ça. Donc, Il faisait la star, quoi. Et Marjane Satrapi, c'est là où j'étais un peu choquée, a quand même dit aux journalistes qui l'interviewaient qu'elle avait voulu mettre du Lexo dans sa pâtée. Dans le chat dans la pâtée pour le chat, parce qu'elle le trouvait chiant, quoi. Ah ouais. Mais sauf qu'en fait, la prod américaine a dit mais non, en fait, on fait pas ça aux animaux. Et elle a dit que c'était les Américains qui étaient un peu sainte-nitouche, mais en vrai, j'espère qu'on fait pas ça en France non plus. Uniquement aux enfants, pardon. Les enfants dans les films, ouais, par contre, pas de problème. C'est tout. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Après, je sais qu'on lui reproche, en dehors de Marjane Satrapi qui a visiblement envie de droguer les animaux, on lui a reproché de ne pas avoir vraiment d'enjeu dramatique où c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'enquête, il n'y a pas trop de risques pour Jerry, qui est tueur en série finalement. Et il y en a plein qui ont trouvé aussi que rire du... Mais ça, moi, je ne suis pas du tout d'accord, mais rire du tragique, de la situation tragique du personnage, c'était pas bien. Mais alors après, dans ce cas, on fait plus beaucoup de films, d'après moi. Mais voilà, ça, j'étais pas trop d'accord. Après, pour l'enjeu dramatique, c'est vrai que... Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve qu'il marche bien, ce film. Moi, je m'étouffe. Ouais, Camille s'étouffe. Ça va être tout l'épisode, hein, c'est bien. Non, moi je trouve qu'il se tient. En tant que film, déjà formellement, je trouve qu'il se tient très bien. En plus, c'est vrai que le chat qui parle, là, c'est très bien animé. Je sais pas, c'est fluide. Ah bah ça change de Sabrina l'apprentie sorcière avec Salem. Ah non, tu dis pas de mal de Sabrina. Qui avait sorcière. un fil qui pétait un épisode sur 2. qui était mort et empaillé avec. Avec sa queue en angle droit, mais bon, bref. Parenthèse fermée. Mais je trouve que le film est cool dès lors que on s'aventure pas sur le terrain de la psychiatrie. Absolument. Et qu'on commence pas à se dire qu'il est potentiellement schizophrène ou ceci ou cela. Qu'on se dit juste c'est un mec qui est doudingue et qui dérape, quoi, tu vois, à un moment donné. Et à ce moment-là, je trouve que le film se regarde plus. Dès lors que tu commences à te dire, je trouve, que il est potentiellement malade et que tu mets un nom dessus et tout ça, tu t'aventures sur un terrain qui est... Après, il a une perception de la réalité qui est complètement qui est altérée, bien sûr, mais donc, dès lors que vu qu'il prend pas de drogue, vu qu'il est... Tu vois, c'est forcément une pathologie psychiatrique. Tu vois, oui, mais dès lors que tu le labellises, c'est un peu compliqué parce que c'est pour ça que je te demandais si elle avait dit, en tout cas, si on disait à un moment donné dans le film qu'il était schizophrène, parce que moi justement, il me semblait pas. Mais bon, il est quand même avec une psychiatre. Dès lors, je trouve ça. Il a des médicaments, donc. Je trouve qu'on tombe un petit peu dans l'image d'Épinal du schizophrène. Bref. Mais ça, c'est un détail. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est moi là où je faisais le parallèle avec Persepolis, c'était peut-être sur le côté de filmer des gens qui sont finalement assez isolés, laissés pour compte en tout cas, et déconsidérés, que peuvent être les gens qui ont un handicap mental. Et donc en fait, le film te montre que c'est plutôt leur entourage et la société qui les prend pas bien en charge et qui les laisse tout seuls, qui font que ça dérape. Et voilà, c'est là-dessus que je trouve que le film se rattrape, ou en tout cas retombe sur ses pieds. Mais après, il n'est pas vraiment laissé tout seul. Enfin, il est assez bien entouré et assez pris en charge, moi je trouve. De fait, non, parce que tu vois, il voit sa psychiatre, mais bon, il prend pas ses médocs, et puis elle lui dit c'est pas bien. Elle est un peu à l'ouest aussi. Elle est un peu à l'ouest. Tu vois, et on le laisse. Il est seul avec ses 2 animaux, tu vois. On voit pas tellement de gens venir le voir. Il est très isolé socialement. C'est-à-dire que quand même, même dans genre Mégalomaniac, où il y a des trucs atroces, comme je dirais, comme une assistante sociale qui fait un suivi et qui vient dans la maison tous les mois. Là, c'est vrai que bon, sa psy.
Je sais pas si. Ouais, mais après, il a pas comme. C'est vrai qu'il est suivi depuis qu'il est remarque petit. qu'il a. Oui, parce qu'il a quand même tué sa Il a fait un mère. petit truc, ouais. Il a tué Ah oui, sa c'est mère. vrai. Moi, je trouve Ouais. que c'est ça qui est un peu dommage dans le film. Je trouve qu'à partir du moment où commence à y avoir une origin story, tu vois, du personnage, ça m'a vraiment un peu C'est vrai que dérangé. ça sert Ouais, pas moi aussi, vraiment ouais. le film. Je suis d'accord. Parce que ce qui est rigolo, c'est justement, enfin moi ce que j'aime bien dans ce film, c'est que en fait il y a un côté très conte, Ouais. un peu absurde, burlesque, Ouais. tu vois. Enfin, Oui, même avec l'espèce d'usine rose c'est avec ça tout le dès truc. le début. ouais. Enfin, Dès lors que tu te dis que ouais, c'est un peu le doudingue qui dérape, ça va, tu vois. Mais oui, dès et que lors c'est tu une commences- sorte de fable et que Voilà. en fait, tu vois, on n'essaie pas de mettre De trop de mots. justifier. C'est pour ça que le personnage de la psy, je l'ai pas trop compris en vrai. Enfin, j'ai pas trop compris à quoi il servait. J'ai trouvé que c'était juste un peu bizarre. La fin, j'ai pas trop aimé non plus. Mais il y a L'épilogue. ouais. Ah, moi j'ai bien aimé l'épilogue, j'ai Ah, trouvé tu veux ça dire vraiment. Là, quand il danse au Alors, paradis, là, avec, ça, ou en j'ai- enfer, non, j'en sais rien. ouais, moi, je pas trop kiffé. Mais enfin, même le Ah truc ouais, avant, ok. même toute la fin, l'écriture de la fin, je l'ai trouvé un Ouais, à peu. partir du moment où il va capturer sa psy. C'est ça. C'est un peu Oui, ça. rapide, Par contre, j'ai bien aimé le discours de sa psy sur les voix que tout le monde entend dans sa tête, Oui, etc. ça, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Ça, c'est plutôt chouette. Et puis surtout, enfin, ce qui est cool, c'est Ryan Reynolds qui est quand même hyper dans son rôle et qui s'amuse beaucoup et qui, en fonction de comment il est éclairé, passe du. Moi, je trouve qu'il a surtout une tête un peu de benet. Oui, Ouais. D'un seul coup, du benet sympathique, etc., un peu collègue, un peu pénible, enfin, tu vois, lourd mais gentil, d'un seul coup, il devient très effrayant parce qu'en fait, t'arrives. Enfin, ce qu'on pourrait mettre sur le manque d'intelligence, en fait, c'est plus un manque d'empathie, tu vois, ou de. Mais toi, tu le trouves effrayant Ah, moi, je trouve Le qu'il y a des personnage de moments. Jerry Il y a, Parce que moi, il y a des aucune moments. seconde où je le trouve effrayant. Moi, je trouve qu'il y a des moments où, quand il. Même quand il tue, je le trouve pas effrayant. Je suis en mode, si, je trouve que Ouais. la scène de poursuite avec celle avec qui il a vraiment une relation, Anna Kendrick, là. Ouais. Ouais. Je sais plus son nom. Oui, Fiona. oui, mais c'est vraiment une scène qui est faite pour. Non, Fiona, c'est la deuxième. Gemma. Ouais. Bah là, il est dévoilé en plus tel qu'il est réellement. Ouais. Il y a plus. Et elle, là, c'est elle moi, qui je le trouve, voit. je le trouve flippant, en fait. Enfin. Ok. Mais par contre, moi, pour le manque d'empathie, moi, je trouve pas en fait. Enfin, il a de l'empathie dans sa réalité. Oui. Et c'est juste que le concept, quand il se rend compte d'ailleurs, quand il prend ses médicaments et que la réalité se rappelle à lui, c'est insupportable. Il peut pas supporter ce Tout à qui se fait, passe. tout à fait. Mais tu vois, justement, quand il y a cette scène où en fait elle essaye de le rattraper, enfin de lui demander de l'épargner en fait, et que lui se met simplement à hurler sur son chat qui, en tout cas de son point de vue à elle, ne parle pas. Ouais. C'est bien que les chats Ouais. parlent, mais bon, ça c'est bizarre. Jerry. Et tu vois, là il y a un truc que je trouve effrayant dans le sens où tu ne peux pas te lier avec ce personnage parce qu'en fait il est trop dans sa réalité à lui et tu n'y as pas accès, Ouais. quoi. Et là, ça devient effrayant, moi, je trouve. Mais bon, ça fait pas non plus. On n'est pas non plus en train de se cacher derrière le canapé. Mais Oui, non, c'est vrai que ce film n'est pas hyper effrayant. Voilà, il y a des scènes C'est une comédie horrifique presque en fait. Il y a des scènes un peu trash, mais en fait, c'est jamais montré frontalement. On voit, en fait, c'est des gros zooms sur les visages des personnages et on voit pas. Oui. Et c'est d'ailleurs cette rapie, elle le dit, parce qu'elle, quand elle voit dans un film d'horreur, elle dit la lame rentrer dans la chair, ça l'expulse complètement du film et du coup, elle a vraiment pas voulu faire ça. Et donc, c'est vrai qu'elle le montre pas. Elle montre pas. C'est vrai. C'est vrai. Oui, mais après, y a... voilà, moi j'aime bien parfois avoir un petit couteau rentré comme ça. Et puis il y a un côté cartoon aussi. Tu vois, oui, c'est vrai. Moi je trouve dans son esthétique, donc en fait ça permet un peu tout. Enfin, tu vois, parce que tu dis. Okay. Moi justement, j'ai bien aimé l'esthétique du film. Je trouve que en fait le moment où du coup tu te rends vraiment compte qu'on t'a tout fait voir à travers ses yeux, c'est pas lourd au début. J'ai pas regardé. L'univers dans lequel il évoluait en me disant on cherche à vraiment montrer comment lui il le voit. Non. Je me suis pas vraiment douté dès le départ que ce serait aussi atroce son lieu de vie par exemple. Et le moment où ça arrive, en fait, c'est bien dosé. Ça, c'est bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé ce truc de quand il prend ses médocs, quand il est pas et tu comprends vraiment ce qu'il voit du coup sans que tu aies une surcouche kitsch lourde derrière pour te faire comprendre. Et regarde, c'est complètement amélioré comme réalité. Non, alors moi, ma vraie question, c'est est-ce que vous pensez que c'est dans sa tête ou pas le resto où il va, qui est le meilleur resto de la Terre, là, le Shishan avec Elvis. Je pense que Elvis, c'est incroyable. En tout cas, ça a l'air d'être le meilleur resto de la Terre quand il y va. J'espère que c'est pas tout dans sa tête. Le truc est vide. Non, je pense pas parce que tu vois le resto tel qu'il est à ce moment-là. Le mec qui fait Jet Li, il fait vraiment Jet Li du coup. Puis le resto, lui, il dit que c'est le meilleur resto de la Terre et en fait,
c'est un resto lambda, tu vois. Il est pas montré. C'est même un resto nul. Il y a personne. Oui, voilà, il y a est personne. vide. Et c'est des petites tables de cantine. Et il y a un gars qui fait Bruce Lee sur scène, quoi. Mais moi, je devant deux pense que personnes. justement, je pourrais rebondir sur. Moi, je pense que c'est un peu dans sa tête. C'est Ouais. un petit peu dans sa tête. Mais bon. Ouais, peut-être. J'avais pas pensé à ça. En mais tout c'est cas, vrai que ça m'a fait rire. Peut-être cette la scène. partie arts martiaux à la fin, oui. Peut-être le faux Elvis, non, mais je sais pas. En tout cas, c'est vraiment le point le plus intéressant du film. Je ne pourrais pas le manquer en le voyant. Non, et puis, moi, ce qui est rigolo, c'est que ce film-là, il est sorti un peu dans le plus. Enfin, il a pas fait. Il a fait un petit peu de bruit quand c'est sorti, ouais, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il bénéficie d'une aura un petit peu positive depuis quelques années. Je le vois revenir de temps en temps dans des listes ou dans des. Et c'est vrai qu'il est sympa à voir et il est assez unique en son genre. Ouais, et le casting est bien. Ouais, le casting il tue, ouais. Et moi j'aurais bien aimé, j'aurais trop aimé savoir si l'entreprise dans laquelle il bosse fabrique des toilettes en plus des baignoires. Exactement, ouais. Non, mais j'aurais bien aimé en fait voir au même titre qu'on voit son appart tel qu'il est réellement. Et en fait, je me suis vraiment interpellé à la fin. Putain, mais j'aurais bien aimé voir si c'était vraiment une boîte affreuse et c'était lui qui se construisait une image mentale avec le fait de penser la conga entre collègues, ça fait pour moi le truc le plus T'étais pas infernal de la convaincu Terre, en quoi. fait. Les prud'hommes non, directs. parce que Toi, tu vois des mecs qui dansaient la queue. la chenille, c'est la chenille, ouais. Tu te dis, c'est super. Ils ont l'air très contents, mais tu vois, est-ce que tout le monde est content ou est-ce que tout le monde tire la gueule et c'est lui qui s'imagine la conga vu de le bled manière pourri, moi je pense pas que tout le monde puisse, en tout cas, puisse être aussi heureux. Mais... Ouais, puis dans le rapport qu'il a avec Fiona, c'est probablement un peu plus compliqué que ce qu'on nous laisse entendre au début parce qu'elle a l'air de pas tant le kiffer que ça. Mais chouette film, moi j'ai sympa. aimé aussi. Ouais. C'est un bon moment, j'ai rigolé. Ouais, je suis heureuse. J'ai bien rigolé. Et on va moins rigoler avec le film d'après. Le film d'après, c'est celui de moi. Il me regarde tous, il me désigne du doigt. On savait plus, on avait oublié, mais oui, c'est. On va moins rigoler avec. ton film. On va moins rigoler avec Cimetière, mais Cimetière 89. Daddy, is church all right? Why, Judd? I have my reasons. I dreamed he got hit by a car and you and Mr. Crandall buried him in the pet cemetery. What did we do tonight, Judd? What we did, Lois, was a secret. May the Lord bless you and keep you. Has anyone ever buried a person up there? May the Lord make his face to shine upon you. You're thinking thoughts best not thought of. Daddy's gonna do something really bad. You're thinking of putting them up there. Don't deny the thought hadn't crossed your mind. Come back to me, Gage. Ah, Pet Cemetery. Il y a le chat qui rentre dans la pièce à ce moment-là. Ouais, Mouchou a Vous avez entendu Stephen King suffisamment mégalo pour avoir été mis dans la bande-annonce sur les deux répliques qu'il a dans le film. C'est lui. Le mec fait un caméo et c'est lui qui est dans l'annonce. Ouais. Je profite, avant de vous parler des cimetières, de mon temps de parole pour vous dire à nouveau, parce que je l'ai oublié, évidemment, j'ai fait tout un laïus là-dessus la semaine dernière, pendant le précédent épisode, mais Brice n'est pas là à nouveau. Et il est à nouveau avantageusement remplacé, non pas par Solal cette semaine, mais par Ferdi. Ferdi, ça va ? Ouais. Ça va, on est trop ça content va. que tu sois là, Ferdi. Ah bah ouais, c'est cool, Ferdi. Ouais. Merci. T'es meilleur que Brice. Ouais, Brice t'es viré. Pour la deuxième semaine consécutive. Voilà. Cimetière, un film de 1989 réalisé par Marie Lambert. Son nom ne vous dit pas grand-chose. C'est probablement parce qu'elle n'a malheureusement pas fait grand-chose après de significatif. Elle a fait la suite de Cimetière, Cimetière 2, qui a été évidemment moins bien accueillie. Et donc Cimetière, c'est la première adaptation du film, c'est la première adaptation au cinéma du roman de Stephen King. Cimetière, donc Cimetière avec un S pour Pet Sematary. Il y a rien à voir avec Christophe Lambert, on est d'accord. Eh ben écoute, probablement que non, des Lambert, il y en a pas mal. Mais Lambert Wilson ? Non. Ouais. Non plus. Oui. Mais ça, c'est le prénom tout de même. C'est pas si stupide. Écoute, donc pour vous résumer le film en quelques mots, donc le film met en scène la famille Creed, Louis le père, Rachel la mère, Ellie la fille, Gage le bébé et surtout Winston Churchill, le chat. Church. Trop mignon. La famille Creed quitte Chicago pour venir s'installer à la campagne lorsque Louis accepte un nouveau poste de médecin scolaire. Grande maison, grand jardin et surtout grosse départementale à proximité avec des gros camions qui roulent dessus.
Et la vie heureuse à laquelle il semble destiné bascule dans le cauchemar lorsqu'il découvre l'existence d'un cimetière pour animaux de compagnie à proximité de leur maison. Alors, comment vous parler de... C'est compliqué pour moi de parler de cimetière sans parler du roman qui a été une espèce de petit choc, parce que c'est quand même un sacré... Ça porte quand même son pesant de macabre. Il fait peur, le livre, vraiment. Ouais, le livre est plus effrayant que le film, en tout cas. Enfin, en tout cas, il est plus pesant. Mais je trouve que le film est quand même habité par la poisse et le désespoir que tu retrouves un peu dans le bouquin, quand même. Donc, Cimetière, c'est une lande descente aux enfers qu'on sent poindre dès le début du film. C'est un peu une plaie lancinante qui s'infecte et puis qui devient purulente, globalement, quand tu le lis. Et donc, dans le film, la mort et en fait son acceptation, c'est la thématique qui est bannie par la famille Creed à cause du souvenir douloureux qui est porté par Rachel, la mère de famille. Donc les Creed vont être confrontés de plein fouet à la mort, d'abord de manière, on va dire, un peu douce par le décès accidentel du chat qui meurt écrasé par un des camions, puis par la mort accidentelle de plusieurs membres de la famille. Je vous en dis pas plus, vous me voyez probablement venir et vous verrez très probablement le film venir. Et donc dans Cimetière, en fait, le deuil pathologique prend forme. Le conflit non résolu devient une espèce de zombie, quoi. Alors le deuil de la thématique, la thématique de deuil, c'est une thématique qui a été, je pense, usée, largement abordée dans le cinéma horrifique, et puis même dans le cinéma en général. Je pense que Cimetière, c'est un peu le proto-film de deuil, c'est-à-dire que, en tout cas, le roman Cimetière, c'est, je pense, un des trucs qui parle de ça de manière qui l'aborde de la manière la plus frontale qui m'a été donnée de lire à moi. Après, j'ai pas lu probablement tous les romans qui parlent de cette thématique-là, mais c'est probablement dans la littérature fantastique je pense le roman qui aborde ça de manière la plus frontale et de la manière la plus directe. Et le film, je trouve, pêche dans la mesure où il a du mal à retranscrire ça, parce qu'on le disait un petit peu en off, et c'est vrai que l'écriture de Stephen King, elle est suffisamment détaillée et suffisamment cinématographique en tant que telle, ce qui fait que ça laisse peu de place à l'habitation du scénario par un réalisateur. Il y a très peu de bonnes adaptations de Stephen King. On pourrait citer The Shining et puis Misery. Misery est mais c'est vrai qu'à part ça, c'est... récents, les deux ça... alors moi, mal. Ce que je reproche un petit peu aux adaptations actuelles de Stephen King, des romans de Stephen King, c'est que... Alors, les deux ça en font partie, et l'adaptation 2016 ou 2017, peut-être après, je sais plus, de Cimetière, et une deuxième adaptation. Je crois que c'est 2020. Ouais, c'est 2020, je pense que c'était il y a pas longtemps. Ah ouais, c'était d'accord, c'est encore plus récent. Ouais. Mais en tout cas, c'est que c'est des films qui sont un petit peu sous licence Stephen King, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu le film... 2019. 2019, merci. Ouais. C'est un peu le film d'horreur hyper produit, licencié, Peggy 12, pour tout le monde. Et d'ailleurs, toi, tu as vu, Lola, l'adaptation la plus récente, et tu disais dedans que c'est pas Gage qui se fait écraser. Oui, c'est pas Gage. Et quel dommage que je pense que cette adaptation a été plus vue. Quel dommage que ce soit pas Gage qui se fasse écraser. Oui, c'est vrai. Phrase. Non, mais c'est dommage parce que je pense que l'adaptation de 2019, le remake de 2019 a été plus vue que la version de Madame Lambert. La sœur de Christophe. Voilà. Qui est beaucoup mieux. Mais vas-y. Mais en tout cas, voilà, c'est quand on le présente comme ça, je pense que c'est le premier réflexe, c'est de se dire que c'est un film qu'on a déjà vu et que c'est une thématique qu'on a déjà vue, mais réellement la manière avec laquelle c'est dépeint dans Cimetière, ce deuil pathologique, ce deuil non résolu, ce conflit qui n'est pas verbalisé, c'est ce conflit interne qui n'est pas explicité, ces sujets tabous qu'on n'aborde pas, c'est vraiment abordé de manière, je le redis encore une fois, extrêmement frontale, extrêmement efficace dans le roman de King. Et l'adaptation de Marie Lambert, c'est probablement une adaptation qui rend relativement justice
au roman, bien que, effectivement, Camille, toi tu le disais, il y a pas énormément de libertés formelles qui sont prises dans le film. C'est ça le truc, c'est que moi je me rends pas compte, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film avec quelqu'un qui avait lu le livre et qui me disait que le livre faisait beaucoup plus peur en termes d'atmosphère, de description, tu vois, des espaces et tout ça. Et moi je me suis demandé si le fait que Stephen King soit le scénariste, il a pas un peu bridé, cadenassé le truc dans le sens où franchement, moi j'avais l'impression d'être face à un film de quelqu'un qui te raconte une histoire, tu vois. Ouais. Vraiment la narration elle est hyper au centre et d'un point de vue esthétique il se permet pas grand chose. Ouais, je suis d'accord, moi c'était un peu le truc alors je pense que la façon abrupte et frontale de présenter les choses elle s'est bien retranscrite parce qu'à mon avis ça il a dû y faire gaffe. Mais les parties pris visuelles, il y en a pas vraiment. Non. C'est vraiment, c'est de la description en fait, comme tu disais, c'était un peu l'impression qu'il a repris ses descriptions du bouquin, qu'il les a mis texto dans le film, ou en tout cas qu'il n'a pas laissé à la réal la possibilité de s'éclater et de faire vraiment, d'avoir un parti pris visuel aussi fort que lui, il a eu un parti pris. Oui, mais après, est-ce qu'on n'est pas forcément déçu ? Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est dans 100% possible, des mais cas, c'est dur, hein, quand un livre est adapté, ou une BD, voilà, mais au cinéma, c'est les gens qui ont lu l'œuvre avant sont sans arrêt déçus, en fait. Enfin, j'ai jamais vu le truc dans l'autre ça sens. dépend. Non, Lola, t'as Twilight. C'est vrai que personne n'imaginait Edouard aussi sexy que Robert Pattinson. On va vraiment le faire cet épisode parce que là c'est pas possible. Franchement, on est en train de tourner autour du tabou depuis le premier épisode, ça suffit. Non, mais moi je trouve vraiment pas que ce soit du déjà vu en fait. Ce cimetière, ouais. Moi pendant tout le film, il y avait des trucs que je comprenais pas trop en termes de personnages. Tu vois, le personnage de Missy qui fait une espèce d'apparition un peu comme ça. C'est la femme de chambre. Oui, c'est elle qui se suicide d'ailleurs. C'est ça. Désolé, d'ailleurs, gros spoiler, mais enfin bon. T'as fait gaffe en plus à pas en dire. Si, parce que j'ai dit que c'était Gage qui se faisait dégommer par un Ah oui, d'accord. Donc un bambin de 1 an et demi. Parti. J'ai vendu la mèche. Pourtant, on ne l'a jamais fait. Mais en tout cas, moi, sur le film, moi, m'a quand même. En fait, j'étais habitué. Voilà, on en parlait tout à l'heure un peu au syndrome adaptation de Stephen King. PG, 13, enfin pas vraiment, mais film moi j'ai d'horreur. Dit PG-12, mais ça n'existe pas, c'est sorti. Bref, voilà. Mais merci un peu habitué à ce truc-là où. Interdit au moins de 12 ans. Film d'horreur avec, Shining, on le met peut-être un peu à part, mais. Oui, on peut le mettre à part, mais où en fait, effectivement, c'est de l'horreur qui va être un peu grand public, etc. Et en fait, je me suis dit, tiens, écoute, Pet Sematary. En fait, je m'attendais honnêtement à voir un film d'horreur un peu familial, en sachant rien du bouquin. Un film d'horreur familial. Non, mais pas familial, mais tu vois, voilà. J'aimerais bien savoir ce que c'est. À la Troll 2, à la Troll 2. À la Troll 2, quoi, exactement. Non, mais tu vois, enfin, je sais pas, un peu, tu vois, Misery, tu vois. Mais Misery, c'est pas du tout familial. Non, mais un malade. C'est pas terrifiant. Enfin, je veux dire. Coucou à la famille de Léo. Hein. Mais c'est horrible, Misery. Mais attends, mais mec, elle lui pète les chevilles. Je sais pas si tu te souviens comment elle lui pète les chevilles. Oui, mais encore une fois, t'as pas un parti pris qui est foncièrement. C'est un film qui raconte une histoire. C'est pas, visuellement l'horreur ou le parti pris de mise en scène ultime. Du coup, je m'attendais un peu à voir un film d'horreur des années 80. À la chair de poule. Voilà, un truc qui fait un peu peur. Et en fait, moi, j'étais quand même un peu surpris. J'ai trouvé ça assez hardcore, quoi. Enfin, l'enterrement du gamin et tout. Ce qui t'a choqué, en fait, ce qui t'a choqué, c'est la mort de l'enfant. Ouais, ce qui t'a choqué, c'est ce qui choque dans le roman de King. Oui, voilà, oui. Ça, si tu t'enlèves cet élément-là, effectivement, c'est pas. Moi, le décès du chat, excusez-moi, espèce de sans cœur. Non, mais t'as raison. Moi, j'étais très triste. Mais ils s'en foutent. Oui, parce que c'est ce qui relie ce film à notre thème. Oui, c'est ça. Parce que moi, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. La question de l'animal. Ouais, mais la question de l'animal, en fait, tu vois, de l'animal qui en fait sert à expérimenter la mort de façon un peu moins. C'est ça. Pourquoi on peut enterrer des animaux dans le cimetière et pas des humains. Exactement. Il leur fait quand même des petites sépultures et tout, donc ils ritualisent quand même quelque chose, et en même temps c'est moins important qu'un humain. Et je trouve que ça pose cette question-là en fait. Pourquoi est-ce que pourquoi on peut un chat et puis il y a ça aussi parce que on n'a pas tout dévoilé, mais il y a quand même un truc sur il y a une possibilité de pas complètement crever en fait, de revenir en tout cas d'entre les morts. Avec un cimetière indien. Oui, exactement. Et donc Church, le petit chat, il revient.
Et en fait, il revient parce que c'est acceptable manifestement parce que le père il est pas trop attaché à cet animal et que c'est pour sa fille. Il se dit juste c'est un chat qu'elle aime bien, il faut qu'il revienne. Alors que son enfant, ça pose d'autres questions que lui revienne parce que. Et moi, c'est ça. Parce que le chat, c'est juste, il pue et il crache. Mais... Ouais, et en fait, moi, c'est un peu ça. Mais ça pose des questions, tu vois, parce qu'il y a des parents qui parfois ont cette espèce de. Enfin, moi, j'ai des souvenirs, tu vois, pas avec mes parents, que j'embrasse d'ailleurs, mais avec d'autres parents beaucoup moins. Enfin, beaucoup plus indignes, on va dire. Tu sais, qui remplacent par exemple les poissons rouges. Quand il y en a un qui crève, comme ça, l'enfant le sait pas. Mais moi, je trouve ça trop bizarre en fait. Enfin... Bah, c'est de ça que parle Cimetière. Exactement. Enfin, tu vois, c'est la non-acceptation de la mort. Moi, ce que je trouve bizarre et ce qui est peut-être mieux montré dans le bouquin, c'est l'incohérence principale du coup du personnage de Louis. Et j'ai eu du mal parce qu'en fait, et je sais pas comment c'est dit, montré, évoqué dans le bouquin, mais en fait, il sait à la fin, ce qui se passe. Enfin, en fait, le film montre mal à quel point le deuil peut substituer la connaissance réelle qu'il a. Il a déjà fait, en fait. Il a déjà fait ressusciter des choses dans le cimetière. Et il continue à le faire en sachant pertinemment que... Parce que la mort d'un enfant, c'est pas acceptable. Mais même pas forcément ça. Vraiment, à la toute fin du film, quand il ressuscite une autre personne. Oui. Et je trouve que là, le film... Parce que là, il a vraiment une vie de merde, donc... Ouais, mais je trouve que le film ne le montre pas assez, en fait. Tu vois. Ouais, voilà, en fait, le film justifie pas assez qu'il soit jusqu'au boutiste à ce point-là, en fait. Et du coup, t'es un peu en mode, vous lirez le bouquin. Ouais. Bah oui, parce que, et regardez le film aussi, en vrai. Mais en tout cas, moi, chose que j'avais jamais vue, pourtant j'ai l'impression d'avoir vu pas mal de films d'horreur, mais le personnage du gentil fantôme qui est horrible. Ah ouais, ça c'était bien vu, ça, ouais. Qui me fait hyper peur parce qu'il est su du début à la fin. Pascal. Voilà, et donc c'est un élève au tout début. Qui est un accidenté de la route et qui manifestement qui se prend un gros ballon dans la tronche. Un camion. Encore les camions. Toutes les questions. Les camions, c'est le vrai méchant du film en vrai. Que Louis essaye de sauver. N'embrasse Coluche. Et il s'est pris un camion. Putain. C'est horrible, je savais pas. Mais il a pas eu juste un accident de moto. Bah si, mais contre un camion. Ah waouh. Attends. D'accord, ok, il devait avoir la même tête que ce gentil fantôme. Mais voilà, et ça, ce personnage qui est dégueulasse, qui est un peu le personnage qui vient hanter le père de famille. C'est Casper, il est gentil. Mais en fait, il est hyper gentil, alors qu'il est terrifiant visuellement dans les effets cinématographiques. Et je sais pas, dans le livre, comment il est présenté, il est en mode dégueu aussi, comme ça. Ouais. Voilà, et pourtant, il est... Et jusqu'à la fin, en fait, il les aide. Voilà, il essaye de les aider. Et ça, ouais. Moi, le fantôme horrible comme ça, mais qui est gentil, moi, j'en avais jamais vu. Enfin, qui est très moche comme ça visuellement, qui fait très peur et qui arrive en mode je vais te hanter et qui en fait qui est là, qui te dit bah non, je vais t'aider. Moi, ça, j'en avais pas vu. Mais... s'il y a un film dans lequel ça existe, on en parlera peut-être, nous, j'en dis pas plus. Ouais, moi j'en vois aussi, mais on se les réserve peut-être pour plus tard. Et moi, je voulais juste faire un petit point sur la maman, parce qu'elle ressemble énormément à Diane Kruger, vous ne trouvez pas? Moi j'ai trouvé qu'elle ressemblait beaucoup à les cheveux courts blonds à Robin Wright, moi. Mais moi tout le film je sais mais c'est Diane Kruger en fait, c'est pas possible. Moi je trouve pas. Bon voilà, c'est le petit pouvoir. Et donc quel lien tu voulais faire avec ça? Je ne sais pas, c'est tout. J'avais je kiffe Diane Kruger. J'avais une anecdote inutile aussi. C'est une très jolie femme. C'était l'anecdote inutile, c'était que c'était aussi le scénario était parodié dans un épisode de South Park, voilà, où les parents de Butters le font revenir à la vie en l'enterrant dans un cimetière indien. Et après lui donne des êtres humains à manger et lui demande d'avoir du ketchup avec parce que c'est pas très bon. Je l'ai pas vu cet épisode. Voilà. J'ai très envie de le voir. Ouais. Rigolo. Non mais voilà, cimetière, une adaptation. En tout cas, vraiment cool. Moi franchement, j'ai bien aimé aussi. Assez cool de. Franchement, quand on a vu le remake qui est bouseux. Ah ouais, carrément. Bouseux, quoi. Non mais je te jure, il est bouseux. Un bousin. Attends, mais c'est l'affiche avec les enfants qui ont des têtes d'animaux là. Oui. Mais attends, ils font là. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai même pas vu ça sur l'affiche, mais parce que j'ai vu l'affiche et je me suis dit effectivement. Non, c'est une. Il y a quelques effets très kitsch dans le film aussi, on n'a pas mentionné, mais il y a une tête qui apparaît dans des cailloux à un moment, qui m'a fait très peur. Ah bon? C'est la tête de qui d'ailleurs? Quand il retourne au cimetière indien pour la deuxième fois, il y a une tête qui apparaît dans des cailloux au fond de l'eau. Tu as raison, je me suis demandé la tête à qui appartenait cette tête. Et ça fait très peur, t'es en mode waouh. Moi, celle qui me faisait très peur, c'est Zelda, la sœur. Oui, oh là là.
la sœur de la mère de famille. Ah, mais horrible, on dirait Momo Challenge, mais de l'époque, ça fait trop. Non, mais tu trouves pas? C'est la méningite ça fait trop peur. Ah oui, mais c'est pas ça la méningite. Enfin, non, je parle de ce contre c'est pas ça la méningite. Là, c'est autre chose. C'est pas une méningite. Non, une méningite, c'est un gros mal de tête. Dans le film, ils disent qu'elle a la méningite. Ouais, mais en fait, je pense que tu la vois comme elle la voyait quand elle était. Ah oui, mais oui. Il y a un truc un peu comme ça. Ça te fait peur. Voilà. Ouais, vous n'êtes pas des poètes, vous comprenez pas. On va passer au troisième film de la sélection de ce soir, et c'est le film de Non, pas Camille. du tout. Je peux refaire The Voices. C'est parti. C'est le film de Camille. Camille, tu as vu quoi comme film? Moi, je vais vous parler de White Dog. You got yourself an attack dog. I don't know what you're talking about. Come on, Julie. A dog trained by professionals to attack people. Now that dog has got to be stopped before he kills somebody. That dog is sick. Then he should be cured. Darling, the people that made him sick made him permanently sick. Then they should be put to sleep, not the dog. Oh, come on, Julie. You got a four-legged time bomb. Ah, ce chien est malade, Camille. Oui, mais on va essayer de le soigner, n'est-ce pas? Dans un pays où il n'y a même pas la sécu, hein, t'imagines? Ça va être super. Ça tombe bien, c'est fait gratuitement dans le film, je crois. Oui, alors effectivement, je vais vous parler de White Dog, qui en français s'appelle Dressé pour tuer, un film de Samuel Fuller sorti en 82. Alors, il fallait bien dans la sélection qu'il y ait un film qui fasse pas vraiment peur. On n'est jamais vraiment sûr de s'il est dans l'horreur ou je pas. vois pas quel film on a eu qui ont fait polémique comme ça. Quand ça n'a pas la Palme à Cannes. Alors celui-là n'a pas eu la Palme à Cannes, mais il est très apprécié dans le cinéma. Intellectuel. Voilà, exactement. Des vrais gens. Ouais. Voilà, exactement. On a compris. Et a raison d'ailleurs, parce que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce film-là. Parce qu'en fait, donc Samuel Fuller, c'est un réalisateur américain assez connu. Je ne sais pas si. Moi, je connaissais pas. Moi, je connaissais pas non plus. Ouais, si, Sam Fufu, ouais, on le connaît bien. Voilà. Qui n'a jamais été appelé par personne comme ça. On va dire coquet. Donc, Samuel Fuller, en gros, c'est un réalisateur qui est né en 1912 de parents immigrés juifs donc aux États-Unis. Et lui, il a commencé hyper jeune à être journaliste. Enfin, quand je dis hyper jeune, c'est vraiment à 12 ans. Il a commencé à travailler en fait dans un journal. C'est illégal. Oui, ce qui n'est pas vraiment légal. Pas ouf, c'était une autre époque où il y avait les CPE, mais avant l'heure, tu vois. Du coup, Samuel Fuller, il commence donc en tant que journaliste, écrivain, il écrit pas mal de bouquins. Et arrive la Seconde Guerre mondiale et il est envoyé comme soldat et reporter de guerre. Et donc, il va être hyper marqué par le débarquement auquel il participe. Il tourne pour montrer ce qui se passe. Et aussi la découverte, évidemment, des camps de la mort, etc. Et c'est ce qui fait qu'il a un cinéma qui est quand même souvent très politique et qui parle, qui affronte les problématiques sociales, je dirais, vraiment en face. Et c'est ce qui se passe avec ce film-là. Donc là, la question de la violence. Oui, tout à fait. Et donc, il marche assez bien à Hollywood jusqu'à être un peu placardisé dans les années 80. Donc, il commence à être un peu plus âgé. Et en fait, White Dog, c'est un projet qui lui a été soumis par Paramount. Donc le studio est venu le voir en lui demandant s'il était intéressé pour réaliser un film qui soit une adaptation du livre Chien Blanc de Romain Gary. Ouais. Je reviendrai sur l'histoire un peu plus tard. Et non pas Cro-Blanc. Okay. Ouais, non, oui, non. Un autre. Pas du tout la même histoire. Mais non, triste pas trop, aussi, Cro-Blanc. Très triste avec Cro-Blanc. Ouais. Donc là, non, c'est pas Cro-Blanc, c'est Chien Blanc. Et surtout, ça arrive dans les années 80, 82, juste après la sortie de gros films qui ont bien marché, un peu horrifiques, genre les Gremlins et Jaws, Les Dents de la Mer. Et en fait, la Paramount, ouais, c'est ça. Et alors, je dois vous confesser que je n'ai jamais vu Les Dents de la Mer. Et on arrête de faire venir Camille. Ouais, non, je sais pas, j'ai des espèces de blocages intellectuels comme ça. Je sais pas. Mais t'as vu les Gremlins? Ah bah bien sûr. Il faut voir Gremlins. Bien sûr. En intraveineuse.
Vraiment. Et bon, bref. Et donc, du coup, le Paramount se dit, il y a de l'argent à faire sur ces idées-là de faire des films un peu horrifiques, mais familiaux, avec des animaux, etc. Et il pitch, en fait, il pitch ce film, enfin, Chien Blanc, ce projet-là, comme étant Jaws with Pose. Donc, les dents de la mer avec des coussinets. Ah ouais, non. Ouais. Tu peux résumer le concept de ton film en une phrase. C'est soit une excellente idée, soit une fausse excellente idée. Et en fait, c'est pas du tout le film en question. Ouais, parce que le film que lui décide de faire, c'est un film qui fait pas spécialement peur, mais qui parle de sujets qui font peur. En gros, c'est l'histoire d'une jeune actrice qui s'appelle Julie Sawyer, qui vit à Los Angeles. On ne sait pas comment, avec quel argent, parce qu'elle a quand même un super appart. Elle a une villa, mon pote. Ouais, c'est sympa. Hein. Mais qui a ça? Je sais pas, il manque une piscine. Alors, c'est une vieille intermittente. Je sais même pas si elle a le statut. Elle a galère à trouver des cachets. On la voit sur un tournage. C'était une autre époque. Oui. Elle a une méga terrasse de ouf et tout. Non, c'est vrai que Julie a un bel appartement. Et les sapes, waouh. Et Julie, en fait, le film commence vraiment tout de suite. On rentre dans l'action, quoi, parce que la première scène, après le générique avec la très belle musique que vous avez entendue, qui est d'Ennio Morricone, c'est donc Julie qui renverse ce chien en voiture et qui décide en fait de l'amener à un vétérinaire et d'essayer de l'aider parce que c'est un chien blanc magnifique qui est marqué, donc qui est blessé, qui a du sang sur lui, etc. Le véto, lui explique qu'en fait il y a deux solutions, soit elle part avec, soit il part à la fourrière. Et vu l'âge du chien, il sera pas adopté. Donc elle décide de l'emmener avec elle. Et en fait, au fur et à mesure elle commence à nouer une relation vraiment très intense avec cet animal, commence à être vraiment très protégée aussi par ce chien qui est très beau, etc., et qu'il aime beaucoup, qui la protège contre un homme qui l'agresse, et en fait qui, au fur et à mesure, se révèle être quand même assez agressif, et notamment vis-à-vis des personnes de couleur. Donc vis-à-vis des noirs, en fait, le chien attaque systématiquement les noirs, et c'est là qu'en fait se noue le drame total du film. C'est que ce chien est en fait ce qu'on appelle un white dog, c'est-à-dire que c'est un chien qui a été dressé pour attaquer les noirs, et c'était quelque chose qui se faisait beaucoup en fait au moment de l'esclavage et de la traite dans le sud du pays, et c'était en fait on traumatisait un chiot en lui faisant associer en fait les personnes noires à la violence pour qu'ensuite il devienne agressif, etc. Et donc toute la question du film, ça va être, est-ce que ce chien va pouvoir être soigné entre guillemets par un dresseur noir qui décide de s'emparer de son cas et de dépasser ce clivage, on va dire, ou est-ce qu'il va rester comme ça agressif et en fait être condamné et condamner aussi des gens autour de lui. Et donc c'est la question du film. Film pas très léger et surtout film qui va hyper loin, moi je trouve, dans la question qu'il pose, parce que il y a évidemment la question raciale qui est au centre. C'est un film, il faut savoir, donc quand il est sorti, en fait au moment du tournage, il y a l'association des personnes qui représentait les personnes de couleur qui est venue sur le plateau, parce que quand ils ont appris le pitch du film, ils ont eu très peur en fait que ça soit un film raciste. Et ils sont arrivés un jour de tournage où il y a une scène hyper violente qui est tournée. C'est un homme noir qui est tué par le chien dans une église. Donc c'est vraiment le pire qu'ils auraient pu voir. Et apparemment, il y a eu un malentendu immense parce que cette association a écrit des recours en demandant l'interdiction du film, en disant que ce film était raciste, alors que c'est vraiment un plaidoyer antiraciste. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune hésitation. Je comprends pas comment on ait pu se poser la question. En voyant juste cette scène, effectivement, ça peut. Mais il y a aussi, tu vois, j'imagine que si en plus on avait insisté sur le truc de Jaws with Pose, machin, tu vois, des dents de la mer, machin, enfin c'est. Oui, en si fait, le film avait été marketé comme un film d'horreur avec un chien méchant, ça fout un peu mal. Ouais. Exactement, tu vois. Et en fait, le studio était complètement flippé et donc a décidé de pas sortir le film. Et le film est vraiment pas du tout sorti aux États-Unis. Il y avait donc la rumeur de Samuel Fuller a fait un nouveau film, c'est quand même quelqu'un d'important. Et pour autant, personne ne peut le voir. Et en fait, c'est en Europe qu'on a plus le voir, notamment en France, parce que Samuel Fuller est parti après ce film-là des États-Unis pour venir en France et pour travailler sur des projets avec un peu plus de liberté. Voilà. Parce qu'en France, on n'est pas raciste.
Ouais, nous, on a l'universalisme, ok. Exactement. Et il n'y a pas de problème du coup. Donc voilà, moi c'est un film que j'adore. Je dois confesser que j'ai vu, je pense, trop jeune. Je l'ai vu vraiment toute petite et c'est un film qui m'a vraiment bouleversée quand je l'ai vu. Et là, je l'ai revu plusieurs fois et c'est vrai que je trouve que c'est un superbe film qui parle de beaucoup de choses parce qu'au-delà de la question raciale, il parle il parle de l'hypocrisie qu'il y a à la fois dans les communautés noires et les communautés blanches sur cette question de comment on fait pour traiter un sujet. Est-ce qu'on décide en fait de l'éliminer ou est-ce qu'on décide de rééduquer et donc vraiment d'affronter la chose et voilà. Et ça parle aussi du cinéma, parce qu'elle est jeune actrice et elle se fait quand même marcher dessus beaucoup par la vie, quoi. Et en fait, il y a juste cet animal-là qui essaie de l'aider et tout ça. Et elle aussi, elle essaie de l'aider et de le comprendre. Enfin, je sais pas, moi, c'est un film que j'adore. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai beaucoup aimé en fait l'approche du coup de parler du racisme en plus par le prisme de la maladie mentale de ce chien parce qu'en fait il est malade quoi, parce qu'il est traumatisé qui a donné une pathologie psychologique au chien en fait quoi. Et je trouve ça très beau et très subtil la façon dont c'est mené dans le film. Et il y a en plus l'acteur qui joue le dresseur Keys est incroyable. En fait c'est dit dans le film, il en parle, il est anthropologue je crois à la base et en fait il a toute une démarche. Il est fils d'anthropologue, je crois. Je crois que lui lui-même se définit comme ça. Lui aussi se définit anthropologue. Et en fait il voit dans les comportements animaux quelque chose d'hyper intéressant en termes d'anthropologie. Et vraiment, ce personnage, il est hyper bien écrit et j'ai trouvé ça assez malade. Et le film est alors qu'en plus, d'un très point intelligent sur ce d'un point de vue, juste formel, il arrive assez tard. Oui, c'est vrai. Ouais, il arrive assez tard et en fait, il prend la place de personnage principal. Il y a deux personnages principaux du film. Du coup, c'est Julie ça, c'est au assez début intéressant dans le film. Et lui après. Et c'est fait très finement aussi parce qu'on se rend pas compte que le personnage principal a changé, tu vois, ça se fait pas en une scène en mode. Le lien, c'est le chien en fait. Le lien, c'est le chien, ouais. Ça rime. Le lien, c'est le chien. Mais en tout cas, c'est vrai que formellement et en termes de rythme, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais, non, c'est clair. Puis, après, moi, c'est tout la partie explicative sur les White Dogs. Moi, je connaissais pas du tout l'existence de cette horreur en fait, quoi. Et ouais, ce film, il faut un peu une claque quand même. T'es pas très bien, quoi. Non, mais même, je trouve que, en plus, même formellement, il te déstabilise parce que tu passes de l'univers. Je crois que c'est à Los Angeles. Oui. Mais tu passes de l'univers, effectivement, des villas de Los Angeles, tout ça, où on t'introduit plus ou moins le personnage de son mec, Julie. Personnage où tu te dis qu'il va potentiellement avoir une importance dans le film, mais en fait, non, pas réellement. Et tant mieux, en fait. Et tant mieux, parce qu'il n'est pas hyper intéressant. Et progressivement, tu arrives dans l'univers des dresseurs d'animaux, avec le personnage de Keys et tout. Il y a une espèce de fluidité comme ça dans l'enchaînement des personnages qui occupent la majeure partie de l'écran, le temps de l'écran. Et c'est vraiment assez chouette à voir déjà comme ça, parce que c'est pas un procédé qui est tout à fait habituel. Et moi, je trouve qu'il apporte quand même une réponse à la question qu'il pose avec son film, en tout cas à la fin. Je sais pas. Moi, j'aime bien le propos du film parce que je trouve que justement, il montre à quel point, en fait, une fois que la haine s'est immiscée et depuis très longtemps, à quel point c'est compliqué, en fait. Le film pose la question, en gros, est-ce que on peut soigner la maladie, la tare qui est le racisme? Est-ce qu'on peut enrayer son apprentissage en fait quoi, parce que c'est ça en fait, est-ce qu'on peut le désapprendre? Est-ce qu'on peut le désapprendre? Le truc c'est que je pense pas que le chien soit, on parle de racisme, donc le film parle du racisme, bien évidemment, mais le chien n'est pas raciste. Je ne pense pas qu'un animal puisse faire preuve de racisme. Mais surtout, ils le disent dans le film. En fait, ce chien, il est victime de ce qu'on appelle le mécanisme d'ancrage et qui est un principe d'association entre une stimulation externe. Donc, lui qui, en tant que chiot, a été maltraité par des personnes
noir en l'occurrence. Voilà, c'est cette stimulation-là qui va se lier à un état émotionnel particulier. Et c'est justement, mais ça, je trouve que dans le film, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est que l'animal, il est hyper, enfin, il est traité comme un animal, c'est-à-dire puis en fait, comme un objet qui souffre, enfin, qui a été utilisé comme un, je sais pas, un outil en fait d'une idéologie. Bah, c'est ça. Ouais. Et ils disent, enfin, il y a toute un dialogue entre elle et le dresseur, où en fait, il lui dit, les chiens, ils voient en noir et blanc. Ouais. Et donc c'est un noir et blanc qui est visuel mais qui n'est pas enfin tu vois social, voilà, c'est ça. Ouais. Donc là où l'être humain a construit des idéologies sociales. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est très très beau aussi, je trouve, c'est à quel point En fait, elle rencontre le maître initial du chien avec ses 2 petites filles. Cette scène, elle est terrifiante en fait parce oui, que mais lui c'est un gros cisra et puis voilà. Ouais, et puis enfin du coup en fait voilà, c'est à ce moment-là que tu as le parallèle qui est vraiment fait de manière claire entre du coup le petit chiot qui a vécu ça et les petites filles qui baignent aussi qui ont été élevées par cette horrible personne-là et du coup ça pose vraiment, je trouve, une question qui est pas vraiment répondue dans le film, en tout cas de manière assez fataliste, je trouve, sur comment on fait en fait, est-ce que c'est possible d'agir mais après, tu vois. Moi je trouve que c'est pas un film non plus nihiliste dans le sens où non, c'est pas nihiliste, moi je pense que ça peut se désapprendre en fait. Et puis le personnage de Kiss pour les chiens. Enfin vraiment n'arrête pas de dire moi si c'est pas avec ce white dog là, ce sera avec un autre que j'essaierai. Et il veut y arriver. Et en fait il y a ce truc de croire en parce qu'il veut la enlever possibilité l'outil d'améliorer, aussi. enfin tu vois. Ouais, mais du coup voilà, ça s'adresse pas aux animaux mais à l'humanité. Ah oui, bien, tout à fait. Et c'est aussi pour lui réparer quelque chose en tant que noir américain, de se dire en fait tout n'est pas perdu, tu vois. Parce que donc juste pour faire rapidement, enfin donner 2-3 infos, juste donc le livre en fait, Chien blanc, c'est un livre qui a été écrit donc par Romain Gary et qui s'inspire beaucoup de sa vie à lui, parce qu'en fait il était donc aux États-Unis avec Jane Seberg, sa femme, qui c'était est le mari de Jane Seberg. Ouais. D'accord, ok. Et c'était le livre est sorti en 69, je crois. Et donc c'est la pleine période des droits civiques, etc. Jane Seberg est extrêmement présente dans la lutte. Et c'est en même temps l'assassinat de Martin Luther King qui est arrivé quelques temps avant. Et en fait, tous les deux tombent sur un chien qui effectivement est un white dog. Et c'est comme ça en fait que l'histoire a commencé à naître. Ce que je trouve intéressant, c'est que Samuel Fuller, en fait, il vire le personnage de Romain Gary, ou alors ça serait peut-être le copain de Julie, là, mais qui est effacé très vite. Et il se concentre vraiment sur elle, personnage féminin. Moi, j'étais vachement touchée par ça. Le fait que ce soit une femme, un noir, en fait, qui se battent pour un animal qui est extrêmement violent, agressif, qui recouvre toutes les... je sais pas, toutes les pires défauts de l'homme, de l'impulsivité, quoi, tu vois, de la violence, de tout ça. Moi, j'aime bien cette idée-là. Voilà. Moi aussi, je trouve que c'est un film très touchant et subtil. J'ai pleuré pendant tout le film. Voilà. Sur cette belle note. Voilà, grosse ambiance, c'est parti. Très touchant et. Non mais super ce film, Camille. Moi je connaissais pas du tout. Oui, moi les White Dogs. Je le connaissais, je l'avais pas vu. Je l'ai vu pour le podcast, vraiment. Je suis. Encore une fois. Voilà. Très. Bravo. Très touchant et qui aborde des questions profondes. C'est le film dont va nous parler Léo, je crois. Film qui a 4 titres, au moins 3. Il a 3 titres pour l'instant. Alors, je vais vous parler du coup de Deliria, Bloody Bird ou Stage Fright. You just stand there, grab her! Grab her! That's it. Fred, listen to me. I think that maniac is hiding here. Are you gone out of your mind? Go on, kill her! Kill her! Jesus Christ, what's the knife got to do with anything? That's not Fred! Stop him! Pièce de théâtre que je n'irai jamais voir. Ah oui, non, c'est la vache.
Oh merde, c'est fini, pardon. Pièce de théâtre que je n'irai jamais voir. Oh merde, c'est fini, pardon. Bon, Léo, tu nous as Qu'est-ce que c'est que cette choisi merde, un Léo extrait là. Attends, de... faut que je refasse l'entrée. Ah, tu l'as refait? Ouais. Voici les. Alors, la question c'est est-ce que tu avais écrit ça sur ton texte? Vraiment tu nous as... Attends, ce qu'il avait écrit Ferdi, on coupera pas, on va laisser tel quel et ce sera merveilleux. Alors voici les deux animaux qui composent mon film. Vous aurez reconnu un hibou et un chat. Ah, ok. Ah bon? Oui, et je vais vous parler de Deliria, qui possède aussi 3 autres titres. Stage Fright, Bloody Bird, et en québécois on a dit que c'était... Le Théâtre de la peur. de la peur, ouais. C'est un film sorti en 1987, un film italien de Michele Soavi, qui est en quelque sorte le petit protégé de Dario Argento. Ah bon? Ouais. Un peu, ouais. Et moi, mon chat, il s'appelle Argento. Oh là, tout de suite, quoi. Tout le monde s'en fout. Non, ton il est ton très chat mignon. s'appelle Dario Argento? Il s'appelle Argento. Argento. Ton prochain s'appellera Soavi. Ou Lucifer. Pas sûr. Mais bon, en tout cas, Deliria. Vous pensiez que les punaises de lit dans les cinémas, c'était déjà l'horreur. Et si je vous disais que dans certaines salles de théâtre rôdent parfois des rapaces assoiffés d'hémoglobine? Ça fait peur. Hein. Bah, je crois que je préfère aux punaises de lit. Deliria, c'est un slasher théâtral qui se déroule en huis clos pendant la résidence, donc les répétitions d'une pièce de théâtre qui a l'air... somptueuse, je trouve. Ouais. C'est des Broadway, quoi. bah, Dans son jus. Déjà, il y a du saxo à ne plus savoir quoi. Il y a une dame qui joue du saxo sur un toit, ouais. Et on voit son string pendant toute la scène. Habillée comme Marilyn Monroe. Elle est en robe, non? Ouais, elle est en robe, ouais. mais t'as la robe en mode Marilyn Monroe. Oui, mais il y a du vent, ouais. Ah bon? Ah oui, voilà. Il faut quand même qu'elle soit un peu dans le... sexy, tu vois. Bon, D'accord. Lola, tout de suite. Bah, Non, mais c'est le réalisateur est un porc. Hein, oui. Alors, enfin, le réalisateur, le metteur en scène, dans le film, le producteur aussi est un porc. Ouais. Le metteur en scène de la pièce est aussi un sacré connard égocentrique. Qui espère le mec obtenir le qui a fait le succès, film là. est un porc. Non, je parlais vraiment des personnages, en fait. Bon, en tout cas, il... un bel environnement de travail. il n'est pas complètement net. Hein. C'est quand même lui qui a fait le film. Voilà, parce que bon, en fait, voilà, parce que là, je vous ai toujours pas parlé de l'histoire de Deliria, mais en fait, Deliria, on suit une troupe de théâtre plus ou moins amateur qui est en train de monter une pièce qui va bientôt être tournée, en fait, quoi. Et en fait, des troubadours. Des théâtreux. Des théâtreux. Et en fait, dans cette pièce, il y a un méchant qui a un costume de hibou, grandeur nature. Et qui agresse des femmes globalement, parce que c'est un peu la scène qu'on nous montre, quoi. Oui, mais en chanson. C'est Broadway, mais Broadway glauque, quoi. Voilà, quoi. Et du coup, le metteur en scène de cette pièce veut absolument obtenir le succès grâce à cette pièce. Je pense qu'il a un peu trop pris de coke. Il en prend vraiment dans le film en plus. Oui. Hein. Ah ouais, on le voit en prendre. Ah oui, on le voit en prendre quelques fois. Attends, c'est discret, mais il a une petite cuillère. Il se gratte les narines. Ah ouais. Il en prend même, il a une petite cuillère et des fois on le voit. Ah oui, j'ai pas vu. Une petite cuillère. Mais voilà, je croyais qu'il mangeait son yaourt. Mais en tout cas, au programme, acteurs et actrices exploités, flics crétins inutiles, comme souvent dans les films d'horreur. Ouais. D'ailleurs, un des flics est joué par Michele Soavi, le jeune. Ah, donc celui on qui a un ressemble à caméo. James Dean. Ah oui, il dit je ressemble à James Dean. Vous trouvez pas? Ouais. Mais déjà, c'est quand très tu drôle. dis à quelqu'un, tu trouves pas que je ressemble à machin, c'est bizarre. Et l'autre, il lui dit l'autodérision, en tout cas, c'est ça, et moi je suis Marlon Brando. Mais en tout cas, voilà, dans notre petit programme, flic crétin inutile, on a aussi un serial killer du coup échappé d'un asile qui va voler le costume de hibou pour massacrer notre charmante petite troupe. Nous avons aussi des solos de synthé endiablés qui font poète au moment les plus opportuns du film. C'est horrible. Vous avez remarqué. C'est horrible. J'ai envie de me flinguer quand j'entends ça. On a aussi beaucoup de cris stridents qui percent une pluie artificielle diluvienne où je pense qu'ils ont inondé clairement la moitié de la ville. Moi j'aime bien cette pluie, on dirait juste qu'elle colle. La pluie jet d'eau. Vas-y Bébert là, balance la pluie. Bébert le régisseur. Mais on a aussi, c'est pas le seul animal du coup, c'est pas vraiment un animal parce qu'il y a quelqu'un dedans dans le costume, mais on a aussi Lucifer, un petit chat trop mignon de Willis, le régisseur de la salle, c'est le chat du régisseur de la salle. Donc Lucifer qui aide le serial killer à plusieurs moments du film quand même. Et qui mange les petits bouts de cadavres là. Les petits bouts de boyau qui dépassent. Donc voilà, mais moi ce qui m'a marqué quand même, c'est qu'il y a beaucoup de surenchère gore dans le film. Non. Et il y a une scène que je trouve trop drôle où il se moque de sa propre surenchère, où elle renverse
un flacon de maquillage de faux sang rouge par terre, et après il y a le vrai sang qui coule dessus, et c'est rigolo. Franchement, je trouve ça très drôle. C'est un peu marrant. Bah, c'est le moment avec le mec qui se fait tuer, percé, soi-disant, en étant étouffé par un bras qui sort d'une porte. Ouais, on croit qu'il se fait alors qu'ils étouffer, sont littéralement 4 derrière, donc n'importe qui aurait pu l'aider. Quoi. Oui, mais il préfère crier en le regardant. Oui, c'est ça. Et jusqu'à ce qu'il y ait une visseuse qui lui traverse le corps. Ouais. Très graphique. Tu as aimé cette scène, je crois, Lola, beaucoup. J'ai aimé ce film. Bah, tu nous as présenté une scène avec une perceuse aussi récemment, donc. Mais c'était vachement mieux. Mais en tout cas, Deliria, c'est un film méchant quand même avec ses personnages. Oui, les personnages prennent cher, franchement, et c'est justifié. Pas rien. Bah si. Ah bon? Par le fait qu'on les aime pas. Ferrari, le producteur absolument dégueulasse là, qui est complètement avide et qui est tué par son avidité. Le metteur en scène qui est dans un délire mégalomaniaque, égocentrique et qui finit très mal du coup. Et finalement, les seuls qui s'en sortent, c'est les personnages qu'on aime quand même plutôt bien. Bah non, il y a une meuf qui s'en sort. Bah Alice et Willy, le régisseur de salle. Les autres femmes, elles se font massacrer de manière atroce. C'est vrai que c'est pas cool. Elle se fait découper en deux. Elle est mais enceinte. oui, elle se fait tirer. Oui, putain, t'as raison. Oui, on apprend qu'elle est enceinte. C'est horrible. Immonde. Bon, désolé, je retire ce que j'ai dit. Mais non, c'est quand même un film méchant avec les personnages en tout cas. Oui, genre il y a pas de pitié quoi. Non, bah ça non. Mais ouais, bon, voilà. En tout cas, notre tueur à la base est récupéré d'un asile psychiatrique. Il s'évade de l'asile dans le coffre d'Alicia, d'Alice, qui s'est blessée à la cheville et qui du coup va à l'hôpital psychiatrique pour se faire guérir sa blessure de cheville. Ouais, tout ça en talons. Tout ça en talons. Talons aiguilles. Et du coup, notre charmant tueur psychopathe serial killer récidiviste s'évade dans le coffre de la copine d'Alice, dont je me souviens plus le nom parce qu'elle meurt en premier. Je me souviens plus. Ah oui, et d'ailleurs sa mort, je tiens à signaler que alors on va dire c'est encore psychanalytique, je sais pas quoi, c'est encore un machin qui rentre dans un truc quand même. Ouais. Elle se prend une espèce de pioche dans la bouche. Mais d'ailleurs on sait pas où il la trouve cette ça va, pioche. On vous dérange pas avec vos problèmes phalliques là, insupportable. Bah, le meurtre, le premier meurtre dans le théâtre, c'est un peu pareil aussi. Il y a la perceuse en plus après. Michele, t'as un peu un problème quand même. Mais du coup, notre tueur psychopathe serial killer déséquilibré s'amuse propulsé acteur phare de cette pièce horrifique très nulle. Le film il est bien, c'est la pièce qui est nulle quand même. On peut dire que le film est chouette. Le film est chouette, ouais. Franchement, c'est un hibou. Oh putain. Bah tu vois, moi c'était ma blague, j'avais marqué, j'ai pas trouvé ça chouette. Blague. Mais bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est que du coup, c'est vraiment. Il aurait pu juste les tuer simplement, mais il devient acteur en fait quoi. Il joue plusieurs scènes. À la fin, il se met en scène avec une sorte de montagne de cadavres autour de lui. Il choisit ses accessoires, son costume et il récrée la pièce à sa façon. Mais est-ce qu'on peut lui dire qu'il joue extrêmement mal? Bah oui, ouais. Non, mais clairement, Après, il joue pas bien. Désolé. Mais non, moi j'ai franchement Deliria, c'était un chouette moment. C'est un slasher qui parodie déjà le. Chouette moment. Je ne vais plus jamais traîner avec Léo. Bah, tu me laisses finir, s'il te plaît. C'est vrai que je fais que te couper du tel. Ouais. Non, mais je trouve que Lola a pas aimé. C'est un slasher qui est sorti quand même en 87, je sais pas si je l'ai dit, et qui se fout déjà assez ouvertement de la gueule du genre en fait. Quoi. Enfin, c'est déjà une parodie de slasher en fait, qui est assez vieille en plus quoi. Et moi j'ai trouvé ça vraiment assez drôle. C'est créatif, il y a des litres d'hémoglobine et vraiment j'ai passé un bon moment devant ce film. Et il y a un peu ce gimmick de fin aussi que j'ai trouvé très drôle avec Willy, le régisseur de salle qui revient et qui lui dit pendant 3 plombes Between the Eyes, genre mais pourquoi ça? Moi j'ai pas compris ça. Mais je sais pas, mais c'est en train de devenir un peu zinzin, non? Oui, mais moi je me suis dit en fait c'était peut-être lui le tueur depuis le début, mais en fait non, pas du tout. Non, et puis il y a ce chat Lucifer aussi qui est très drôle, petit chat qui à la fin aide le tueur à trouver Alice qui la dévoile sous la scène. C'est vraiment le pire chat quoi, mais bon voilà. Un chat maléfique comme dans ton film Lola. Ouais, Lola qui n'a pas aimé de non ce mais qu'on en entend. fait qu'est-ce qui t'a pas plu, Lola? Non mais je sais pas parce que en vrai je suis assez d'accord avec ce que tu dis Léo, mais je dois être passé à côté de quelque chose, mais moi j'ai pas passé un bon moment. J'ai trouvé que là où c'était généreux, c'était dans les scènes gore, et vraiment ça m'a dégoûté. Ah, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est dégueu, et pour un film qui, du coup, vous disiez tout à l'heure, n'avait pas de budget, c'est extrêmement bien fait, du coup. Pour le coup, bravo.
Voilà, après moi j'ai pris hyper premier degré le côté très misogyne et voilà où les femmes sont complètement stupides et fragiles et hystériques et voilà et je sais pas moi ça m'a tout le temps elles sont à poil et en fait moi j'ai décroché. Mais c'est le côté moi j'ai décroché mais après je comprends le truc derrière mais moi je suis pas allé plus loin que ça. Non mais t'as complètement raison, c'est le côté un peu bis du film hein, c'est-à-dire oui voilà c'est un peu l'ombre. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le film bis parce que je suis pas sûre. C'est-à-dire le côté cinéma un peu d'exploitation qui est là où tu mets en scène de la violence et que tu embellis un petit peu avec des femmes qui sont légèrement vêtues, dont on peut apprécier la plastique pour appâter le chaland, quoi. Enfin, tu vois, et ça, le film en est porteur, mais en même temps, italien de l'époque, quoi. Il tue les personnages de son film qui sont aussi présentés comme des gros porcs. Oui, mais tu vois, il y a une scène avec comment on appelle ça, le truc pour couper du bois, là, une tronçonneuse. Ouais. Tu vois, le personnage féminin se le prend sur le bus et évidemment, qu'est-ce que ça fait ? Ça lui découpe son t-shirt, quoi. C'est vrai. T'es là, genre. Et elle est préoccupée juste par cacher sa poitrine. Non, mais je pense pas que ce soit ça le. Tu vois. Le fait qu'elles soient même en mini-jupe, enfin non, elles sont même pas en mini-jupe, en fait elles sont en slip. Elles sont crétines parce que la scène de la perceuse où ce mec se fait attraper dans la porte, donc elles sont deux avec des bras en guimauve à faire on va essayer de te rattraper et la troisième elle est derrière en train de hurler comme une débile. Personne ne hurle comme ça, même dans la plus grande des détresses. Après le mec fait rien non plus à ce moment-là. Non, c'est vrai qu'il a l'air crétin aussi. C'est le côté effectivement over the top. Ça fait très série B, un peu cringe des années 80. Peut-être que c'est ça qui m'a perdu, mais maintenant je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. On peut pas, c'est sûr qu'on peut pas retirer à ce film et à beaucoup de films de cette époque-là. Et d'ailleurs, on met souvent Argento sur un piédestal. Je vais dire sur un pied d'égalité. Ça me fait pas cet effet sur un piédestal. Ça le fait moins, je suis d'accord. Ça le fait moins parce que c'est peut-être moins fauché et c'est peut-être graphiquement beaucoup plus travaillé. Mais en tout cas, tu peux pas dire que les personnages féminins dans le cinéma d'Argento soient particulièrement travaillés, c'est pas des prix et Nobel particulièrement non plus, présents. Et donc il y a dans ce cinéma-là effectivement un petit côté, il y a un côté sexiste qui est complètement manifeste. De toute façon, un des producteurs du film, c'est Joe D'Amato. C'est un mec qui produit des films d'horreur et du porno. Ah ouais. Donc si tu veux, il doit y avoir un cahier des charges. Le cinéma qui fait venir les gens, qui fait déplacer les clients, quoi. Tu vois, ouais. Mais du coup, en plus, mettre en scène dans son film avec une pseudo-dénonciation des personnages, le producteur et le metteur en scène qui sont clairement des vieux pervers, quoi. Ouais, c'est vrai que ça. En fait, moi, ça empêche pas le film de. En fait, est-ce que toi, Léo, t'as compris de quoi ça parlait véritablement ce film, ou est-ce que c'est juste une démonstration avec plein d'effets qui sont bien faits? Ouais, alors moi, je pense qu'il a vraiment un propos? Moi, c'est ça. Bah non, mais enfin, en fait, je suis pas sûr déjà que ce soit obligatoire. Non, pas forcément, mais est-ce qu'il en a un? Parce que vu que moi, je suis pas sûr d'avoir. Je pense pas. Moi, j'ai décroché très rapidement. C'est pour ça que je te pose vraiment la question. Je trouve qu'il y a un truc très drôle qui est fait avec le théâtre et le fait d'être sur scène avec les grosses découpes qui éclairent le tueur, des fois, qui éclaire les personnages, on leur met en pleine tronche. Moi, il y a tout ce truc-là, tout ce rapport au théâtre et à la pièce et au jeu que je trouve rigolo et réussi dans le film. Après, le film va pas chercher plus loin qu'être un slasher bête et méchant, je pense. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis il y a une espèce de critique hyper prom dog du monde du spectacle, tu vois. Oui, c'était du spectacle de Guy Debord. Voilà. En fait, tout le monde est sous-payé complètement et les gens sont exploités. 87. Et est-ce que c'était une inspiration de Phantom of Paradise ou pas? Eh ben alors, parce que moi j'y ai pensé à plusieurs reprises. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais ça fait la version Lidl un peu de Phantom of Paradise. Vraiment. Par contre, version Marc Repère, ouais. Ça annonce pas mal les Scream, moi je trouve, tu vois. Oui, ben voilà. Les Scream, la parodie de slasher. Le Scream. Ah non. C'est pour ça que je dis. Ah bah bien sûr. C'est une parodie de slasher avant. Ouais, c'est vrai que c'est une parodie de slasher avant les grosses parodies de slasher qu'on connaît, genre Scream et tout, quoi. Oui, c'est vrai, parce que c'est ça que je trouve cool. C'est pas le propos est pas plus intelligent que dans Scream, en effet. Non. Scream, c'est plus intelligent que Deliria, clairement, oui. Moi, je suis pas d'accord.
Ah ouais. Je sais Bah, pas. En C'est vrai- juste que Scream, c'est plus. Bah si, dans Scream, t'as le côté, c'est le cinéma qui crée la Enquête. violence et tu vois, il y a une espèce de réflexion Ouais. sur le cinéma. Là, il y en a pas trop. Bah, ouais. là, il y a Sur quand le même théâtre. toute l'idée de il faut qu'il se fasse connaître par ce truc. Oui, il faut que. Oui, oui. Non, mais c'est plus t'as du le karma côté- qu'une réflexion, je Ouais, trouve. puis c'est le côté caricature du, tu vois, c'est plus une Ouais. caricature d'effectivement le metteur en scène qui dit c'est génial, c'est l'occasion de me faire connaître, Ouais. je vais Oui. exploiter le fait qu'il y ait un serial killer. Comme dans Ouais, la Cité ouais, de la ouais. peur, en fait. ouais, voilà. Oui, et mais moi, et ce film, Oui, c'est vrai. en ça vrai, fait c'est un peu la cité de la penser. peur, tu vois. Avec le, Alain Chabat, mais ouais, le personnage en beaucoup moins bien. de la fiction qui se manifeste genre dans le réel et tout, mais oui, oui. Sa tête de chouette. Ouais. Mais par contre, il y a Ce des... costume. moi je trouve qu'il y a des vraies trouvailles de mise en scène, justement pour combler un peu le côté où il n'y a pas de thunes. Ouais. Ni de scénario. Oui, Oui, ni de scénario, du coup. Ni de personnage vraiment écrit. C'est, tu sais, tous les plans qui sont pris d'en haut, où tu vois la porte carrément, enfin c'est vraiment comme un plan, tu vois, et ça c'est assez chouette je trouve, parce qu'il y a vraiment ce truc très Et je trouve décor. que Il y a une bonne le- utilisation de l'espace. On Ouais, comprend bien où on est dans le. ouais. dans Ah, le puis le théâtre. film est construit, t'as une ascension dans le Ouais. théâtre vertical, Ouais. tu vois, t'as une ascension et Ouais. après hop ça descend. Ça redescend. Mais ce qui est et, trop rigolo par contre, c'est qu'au bout d'un moment ils font des tours en fait. Mais oui. Parce que Il faut t'as que monter, compris qu'il y descendre, avait des- monter, descendre, monter. Ah oui, et puis quand ils font des tours, dès que ça court, il met une musique, genre, c'est des espèces de synthés, mais affreux quoi. C'est trop marrant. Je sais La plus qui BO, disait, fantastique. Qui faisait un parallèle avec, je sais plus. Benny quelle musique, Hill. Benny Hill. Putain, mes versions synthé années 80, quoi, c'est atroce. Ouais. Non, Ça mais sort un peu du tu film, m'as ça. un peu fait aimer, tu vois, du coup. T'as réévalué à la hausse. J'ai le film. réévalué à la hausse. Ouais. Mais je pense que je l'ai peut-être vu dans des mauvaises conditions. Ah non, non, mais t'as le droit de. Non, mais- toutes les non, raisons non. que t'as données sont très valables Ah aussi. bah oui. hein, Ouais, enfin, mais il je a- suis contente de vous entendre en Le parler film parce que a comme ça quelque me... chose d'un peu dégueulasse, hein, ça c'est Ouais, clair, il est hein. crado, hein, et ça, c'est un Ah, peu parce que crado. vous êtes quand ouais. même trois à avoir dit ouais c'est trop bien, trop marrant. Et moi Non. j'ai trouvé ça ni marrant. Non mais c'est rigolo, mais pas premier degré. Quoi. Ok, ok. Enfin, tu vois, c'est- Non mais très bien. Non, parce Oui, que c'est moi, un ouais. film à prendre avec du recul. Enfin, c'est un film qui fait rire quand même, on va pas se le cacher. Ah, Moi, c'est j'ai marrant. beaucoup rigolé dans le film, quoi. Mais par contre vraiment dégueu. Moi Ouais. les effets Et le costume pour quelqu'un d'oiseau. qui a pas de thunes. Le costume d'oiseau, il est Ouais, il est- le il costume est d'oiseau affreux. il est bien, il est affreux. Ah ouais, ouais. Et puis cette meuf qui se fait mais déchirer en deux. Ouais, ça c'est un grand classique ça. Ça, mais réussi. Revisité. Revisité, ouais, ouais. Bien fait, bien fait. Ah ouais, Bien effectivement. fait avec le chat qui. Et du coup, ouais, pour les productions italiennes enfin même souvent les giallo aussi étaient tournés avec des acteurs et des actrices qui jouaient en anglais, ou Ah ouais, américain, ouais, quoi. effectivement, ne cherchez Et, pas le film en ouais, version Ouais. italienne. moi, parce que moi ça Ouais, fait on 2 a- fois que je me fais avoir, même sur Suspiria ça m'avait fait ça, Ouais. et j'étais en mode mais attends, mais c'est pas possible, ils ont fait de la post-synchro de tous les dialogues ou... Et en fait non, effectivement faut le trouver en version anglaise, quoi. Ouais. C'est ça la VO, quoi. Mais ouais, je me suis Oui, fait mais piéger s'ils voulaient aussi. le vendre à l'international, Bah en fait. ouais, C'est ouais, ça le ouais. but. Ouais, ouais. Dommage. Ouais, mais en tout cas, bonne école, hein, le cinéma italien de ces années-là. Il y a énormément de petites pépites. Ouais, assez Short rigolote, Petit ouais. Pet. On y Ah, reviendra franchement, je sais probablement. pas, je pense que j'aurais jamais trouvé ce film sans, ouais, sans puis cet épisode et sans ce c'est post. vrai que- Alors Non, mais pour le trouver, c'est Stage Fright, hein, le titre. Ouais, voilà, Stage Fright, le Ouais. titre anglais du coup, Deliria en Italie comme quand il est sorti, et en France Bloody Bird. Mm. Le DVD français. Voilà, ouais. L'oiseau Mais sanglant. bon, effectivement, franchement, juste pour le costume d'oiseau, s'il vous plaît, regardez au moins le début, juste pour voir le costume d'oiseau, il est fou. Ouais, le Et début est comme vraiment les très trolls dans chouette. Troll 2 là, les Et trolls les- dans Troll 2. Ah ouais. Même Donc niveau. ne regardez pas. Et l'affiche, elle est trop cool. L'affiche est très cool, ouais. Ouais. Voilà. Bon, bah. Quand je pense que tu as refait ton intro, j'ai hâte de réentendre ça. Oui, j'avais envie de faire les animaux. Non mais c'est vrai, c'était Miaou, bien. miaou, ouais, c'est ça. Ok, bon, voilà. Et donc, on en a fini des films de cette semaine, et comme la tradition l'oblige maintenant, on va se dire ce qu'on a fait dimanche dernier. Et donc, je commence par qui Tu me regardes, mais tu m'as déjà fait au dernier épisode. Ok, alors je te commence par Camille, parce que sinon Lola, elle va dire... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de me souvenir de faire marcher les 3 neurones qui fonctionnent au milieu de mon nez bouché. Alors, c'est un peu dégueu ce que je raconte. Désolée. Moi j'aime bien l'image. Non, je crois que dimanche dernier, j'ai commencé à regarder une série de documentaires sur le luxe. Parce que c'est bientôt la Fashion Week, sur Bernard Arnault et François Pinault. Et le fait que... Alors, comment est-ce qu'il l'appelle Non, François Pinault, il l'appelle le loup en cachemire.
D'accord. Documentaire à charge, du coup. C'est mon surnom aussi. Oui, hein. oui. Le loup en quiche. Ah, c'est aussi. C'est pas en laine mérinos, toi, non? Le loup en acrylique. En polyester. Le loup en polaire. Craque une allumette à côté, tu flambes. Voilà. Voilà, j'ai regardé ça. Allez, rallié pour très l'hiver. cher. Avec des gens très riches. Quant à moi, je passe après. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Ma vie a pris un nouveau tournant. J'ai joué à un jeu vidéo, parce que oui, je joue à des jeux vidéo. Je le dis suffisamment souvent. J'ai joué à Baldur's Gate 3, qui est le fameux. Et oui, qui est un jeu de rôle papier, mais en jeu vidéo. C'est absolument génialissime. C'est quoi? C'est, tu vois, le jeu de rôle Donjons et Dragons, jeu de rôle papier. Oui. Et c'est la traduction en jeu vidéo de Donjons et Dragons, et c'est absolument prodigieux. Par contre, c'est un métier à plein temps. Si vous lancez dedans, il faut y passer 5 à 6 heures par jour, et tant que je n'ai pas. Donc je le toise, je le surveille de loin. Est-ce que tu penses que ça pourra rentrer dans les 15 heures d'activité que les gens au RSA doivent faire maintenant? Ce serait pas mal. Ça devrait. Allez, parce que je pense qu'il est tellement vaste qu'il faudrait créer un emploi à part entière pour explorer. On pourrait le proposer. Allez, on écrit une missive au nom de. En tout cas, je postule. Voilà. On envoie du love aux RSistes. Voilà. Profitez-en encore pendant que vous pouvez. Putain. Léo, t'as fait quoi toi? Moi j'ai fait un risotto 3 champignons. Oh là là. T'as mis que 3 champignons dans ton risotto. Et pas de riz. C'est la crise. C'est 3 champignons. Du riz trop cuit avec 3 pauvres champignons. Non, alors 3 champignons parce que des champignons, une poêlée de champignons de Paris à la poêle au persil, voilà quoi. Dans le bouillon du risotto, il y a des champignons noirs que j'ai fait infuser dedans quoi. Et il y a une poudre de pleurote, je crois que j'avais fait sécher moi-même l'année dernière. Oh là J'ai là pas là fait. là. Évidemment, tout ça est hallucinogène. Donc il est pas oui, j'ai oublié. Alors oui, en fait, il y a une dizaine de champignons si on compte les psilocybines que j'ai mis dedans. D'où Bloodbird. Voilà. C'est pour ça qu'il a adoré Bloody Mary. Effectivement. Et qu'il a trouvé que Cimetière c'était une super comédie. Non. Et là, ça ressemble à Beethoven, mais avec avec un chat mort. À Didier. Oh non, quelle angoisse, Didier, c'est un film d'horreur. On en parlera. Et Lola, toi, t'as fait quoi? Moi, je vais vous surprendre, mais j'ai regardé, j'ai binge-watché un peu dans le même thème que le film White Dog de Camille, mais la série Them, donc eux. Ceux-là. Série d'anthologie, voilà, en 10 épisodes. Qui parle du racisme dans les années 50, et j'ai rarement été aussi terrifiée et dégoûtée par une série, donc c'est horrifique, mais horrifique par le racisme en fait, mais et voilà, et je sais pas trop si je vous la conseille, âme sensible s'abstenir, mais c'est sur quelle plateforme? C'est sur Prime. Amazon Prime. C'est sur Amazon Prime. Et voilà, et c'est Lena Waithe qui est assez connue aux États-Unis, qui est humoriste et productrice, qui a produit la série, et c'est vraiment 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 très très trash, et toi potentiellement t'aimerais bien. D'accord. Voilà, mais faut s'accrocher à ces tripes quoi, parce que voilà, c'est pas forcément une bonne reco du dimanche, mais en même temps j'en fais jamais, et voilà. Mais là au moins c'était un peu un truc culturel. Là au moins t'as recommandé un truc qu'on pouvait voir quoi, parce que voilà. Donc non mais c'est bien, je salue l'effort. 11 épisodes. Je me suis fait chier. Là pour ça que m'a tu pris... recommandes autre chose que des melons quoi. C'est quand même. C'est vrai qu'il y a eu ça. Les accouchements. Ah oui, il y a eu la soupe. Non, on a traversé. Mais je crois que mes recos sont appréciés. Est-ce que t'as bu une soupe en regardant la série ou pas? Non, ça donne pas du tout envie de manger. C'est vraiment Ok. Ça donne envie de vomir. Donc, super pour un dimanche, voilà. C'est un dimanche. Moi c'est le dimanche, c'est souvent ça. Et on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là pour les plus courageux d'entre vous. On remercie à nouveau Ferdi qui est venu nous enregistrer ce soir. Bravo. Et qui reviendra parce que Brice est viré. Il l'apprend en écoutant cet épisode. Oui, désolé mec. Voilà. T'étais en train de mixer, bah voilà.
On vous remercie aussi d'être toujours plus nombreux à nous écouter et on vous encourage à vous abonner aux trucs d'Instagram, des réseaux sociaux, Facebook, Copain d'avant pour faire la blague de Léo qui fait à chaque fois. On n'a pas fait au début de l'épisode. On n'a pas Twitter. X. Ouais. Ah, c'est X, ouais, pardon. Mais par contre, on a fait un petit film et on n'en a pas parlé au dernier épisode. Oui, on a fait un mini-métrage. Un mini-métrage. Voilà. Si ça vous a plu, ce que je vous propose, c'est de nous le dire. Et de nous donner 1 million d'euros. Voilà. Ah alors, oui, ça c'est. Bah, tu vois, tu parlais tout à l'heure de Bernard Arnault. Si il peut nous donner des. Non, j'ai pas envie en fait. Non, ne nous donnez pas d'argent, c'est pas non. prévu, mais en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Si ça ne vous a pas plu, ne nous le dites pas. Ou dites-le nous, mais gentiment. N'hésitez pas à nous le dire sur les différents réseaux sociaux parce que l'idée, c'est que nous, on aimerait bien en faire d'autres. Et donc, si ça vous intéresse, on en fait d'autres. Si ça vous intéresse pas, on en fera quand même d'autres. Mais au moins, on saura que ça vous intéresse. Voilà. Et sur ce, des gros bisous. 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 Ciao. Ciao.